comme le débat se poursuit, sérieusement, c'est un cas assez spécifique. Moi, tout à l'heure, j'ai essayé de le comparer à Johnny Pacheco. Mais je vous dis que même Johnny Pacheco a fait une vidéo pour parler à Zassou. Pour lui dire, mon frère, moi, là, j'ai été dans le même cas que toi. Sors carrément. Sors carrément. Parce qu'il n'y a pas de. Ta position n'est pas une position tenable. Il a tendu la pêche. La parole de Johnny Pacheco vaut quoi, en fait? Parce que moi, non, ce que je veux dire, c'est que Johnny Pacheco, là, c'est vrai, aujourd'hui, il a fait 7 ans au RADP, où il a insulté Babo dans tous les sens. Rectificatif, il a fait 4 ans, il est parti en mars 2020. Ah, bon, là, il y a 17 ans. Non, c'est un mensonge organisé, il est parti en mars 2020. Ok, d'accord, merci beaucoup, frère. 4 ans. Mais quand il est sorti, il a dit pourquoi il a été là-bas et pourquoi il est sorti. Il dit qu'il était là-bas pour pouvoir faire ses enquêtes. Et puis, donc, tu le crois, en fait. Quand tu dis ça, attendez, madame. On n'est pas encore au niveau de la foi. Le docteur B, le docteur B, là. On n'est pas au niveau de la foi. Je vais pas au niveau de la foi. Quand il dit qu'il était là-bas pour pouvoir espionner le RADP. Aujourd'hui, moi, personnellement, j'écoute régulièrement les vidéos de Johnny Pacheco. C'est pas quelqu'un qui parle en l'air. Quand il parle, il fait l'effort, lui au moins, de ne pas dans les slogans, de démontrer ce qu'il dit. Et puis, il fait l'effort d'être cohérent dans ce qu'il dit. Moi, je suis sûr que dans sa stratégie, en parlant de Soro-Guillaume, de Gbagbo, des opposants, sa position est une position tenable. Parce que lui, il s'est dit quoi? Que pour éteindre le feu, on n'a pas besoin de l'eau potable. Donc, si c'est le feu de gaz, si tu verses de l'eau, tu vas enflammer encore plus. Hein, parce que ne dis pas n'importe quoi. Il n'a qu'à mettre le feu. Il n'a qu'à mettre le feu dans l'huile de claclou. Il n'a qu'à mettre l'eau. Il faut mettre de l'eau. Tu vas voir ce que ça va faire à ton visage. Vous êtes là. Je sais pas. Docteur B, il faut. Je vais ajouter quelque chose, une seconde. Tu vois, il dit il écoute Johnny Pacheco, mais Johnny Pacheco fait quel combat concret? Parce qu'il veut la libération de la Côte d'Ivoire, mais il fait c'est-à-dire, il critique Alassane Dramane Ouattara, il a Jules Soro, il a du Thiam, et vous l'accompagnez dans cette bêtise-là. Moi, je comprends pas. Bon, Dr. B, vas-y, toi. Désolé. Vraiment, non, il n'y a pas de souci, Vraiment, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Candignon. J'ai été vraiment réjoui d'entendre qu'il était sur le panel. Bien sûr, pour tout le monde, hein, et puis Marie-Jeanne et Blair également. Bien sûr, pour tout le monde, j'ai été réjoui, mais j'ai une attention particulière pour ce frère. Voilà. Ceci dit, ce que je veux dire... Ne dragez pas mon fils, hein. C'est mon enfant. Hein. Donc, si vous voulez... c'est mon enfant, hein. C'est mon fils. Aïe. Oui, tu l'as toujours dit. De lui, pourquoi? Tu l'as toujours dit. Mais tu sais, c'est cela. Il faut faire la promotion de l'excellence. C'est un peu sur ça on a péché. Et c'est ce qui nous vaut tout ce qu'on traverse. Attends, Candignon, si on t'envoie une invitation, il ne faut pas accepter. Il faut demander la permission de Marie-Jeanne d'abord. Oui, bien sûr, il faut le faire. Voilà. Donc, en fait, ceci dit, je voulais dire une chose. Hein, moi, je partage pleinement l'avis de Marie-Jeanne et l'avis de tous ceux qui vont dans ce sens-là, notamment Candignon et Blé également et tout. Voilà. Je partage cela et je pense que souvent, là où nous péchons, moi, je vais essayer de vraiment diluer la chose. Hein. Voilà. Là où nous péchons, c'est que nous nous attachons aux personnes, nous attachons à la personne, à son idéologie et choses. Et il faut aller au-delà de cela. C'est vrai, nous avons le droit d'avoir une vue selon des angles différents. Il n'y a pas de problème. Mais dans le cas spécifique, nous sommes ensemble en train de faire la promotion d'un nouveau type d'ivoirois. Et le nouveau type d'ivoirois là, pour que l'adversaire, pour que ceux en face aient vraiment la crainte et la crainte de s'en prendre à l'un d'entre nous, il faut que, en toutes circonstances, il faut qu'on puisse s'apporter un soutien. On ne peut pas, en tant qu'Ivoirien, fier de l'être, franchement, assister à un massacre pareil. Comme Marie-Jeanne l'a dit, moi j'ai assisté
Zasso, je ne l'ai pas en estime, particulièrement. Pas que c'est mon frère ivoirien. OK? Sa démarche politique et tout ça, ça ne m'intéresse pas, un peu m'importe. Mais ce à quoi j'ai assisté, ou là où j'ai senti mon cœur vibrer en moi, c'est quand j'ai vu un Ivoirien se faire massacrer, se faire attaquer, se faire humilier, mais vraiment pas une meute. Une meute. Il faut utiliser le mot. Les gens agissent en meute contre lui. Et à partir de ce moment-là, il faut que la fibre ivoirienne qui est en nous la vibre. Pour nous dire c'est notre frère. C'est vrai, il a fait un certain nombre de choses. C'est vrai même qu'il demeure encore au RHDP. Mais ça, c'est pas nouveau. Zasso était au RDR depuis très longtemps. Voilà, il était là-bas depuis avant même qu'il devienne se débiner à la télévision nationale. Voilà. Donc, c'est pas un fait nouveau. C'est pas un fait nouveau. On aura toujours des Ivoiriens qui, c'est ça aussi la démocratie, qui auront des avis différents. On pourra les juger ou les tenir rigueur quand la situation est différente. La situation spécifique, retenez bien le mot spécifique, dans laquelle nous sommes actuellement, c'est qu'il y a un Ivoirien qui se fait vraiment lyncher par une meute d'apatrides, d'étrangers et de tout et de n'importe quoi. Parce que pour certains, on ne sait même pas, on ne peut même pas les localiser de façon géographique. Voilà. Donc, ces personnes-là se donnent ce malin plaisir-là de lui faire cette chose. Ce n'est pas de l'empathie de réagir. Non, ce n'est pas de l'empathie. Mais c'est un sursaut d'orgueil pour chaque Ivoirien de dire que même si mon frère a fauté, je ne te permets pas de le traiter de la sorte. C'est de ça qu'il s'agit. Rappelez-vous la belle Côte d'Ivoire d'alors, où quand tu veux discuter, je prends une seule ethnie qui était la plus connue, mais c'était une philosophie qui était partagée par tous les Ivoiriens. Quand tu veux faire palabre à un BT, on te dit, ah mon frère, il faut avoir plusieurs bras, hein, parce que tous les BT qui vont passer dans la zone là, ils vont pas te rendre la tâche facile. Vous comprenez? Mais on est resté là à accepter. Les gens nous ont infiltrés et ils nous ont fait accepter des contextes qui nous divisent. Ah non, celui-là, il est bêté, c'est pas mon frère. Celui-là, il est baoulé, non, là, c'est comme si. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça, comme le président Laurent Gbagbo d'ailleurs l'a dit, c'est comme ça l'Afrique a été colonisée. C'est comme ça. Regardez un peu ce qui se passe. Zasso s'attaque à un monsieur qui dit, je cite ses propos, il paraît que je suis de Daloa, ou il semble que je suis de Daloa. C'est-à-dire lui-même, là, il ne peut pas confirmer. Voilà. Quelqu'un comme ça, Zasso l'attaque, et tout ce qui lui ressemble sur le net s'en prend à Zasso. Il dit certainement. Docteur B. Voilà, certainement. Donc, merci. Docteur B, vous allez analyser. Certes, mon père est certainement de Daloa. Ça voudrait de Daloa. Vous voyez un peu? Mais c'est clair. Et tout ce qui lui ressemble, tous ceux qui souffrent de ce certainement-là, ce sont ces personnes-là qui s'attaquent à lui. Frère, je vous en prie, laissez les peines que Zasso nous a causées de côté pour l'instant. Ignorez l'individu Zasso. Prenez comme vous avez un tableau en face de vous, un tableau peint, vous effacez l'image Zasso, vous voyez Ivoirien qui est attaqué par une meute d'étrangers, de RDR, de GPS et de tout ce que vous pouvez vous imaginer, qui sont aujourd'hui des adversaires politiques, mais aussi même des adversaires sur le plan national, parce que ces personnes-là menacent notre identité. Voilà. On ne peut pas laisser un de nos frères dans cette situation sous le prétexte qu'il a fait des choix politiques. Quand Zasso, il finit là, Zasso, quand il finit là, si les gens là même l'ont eu, où est-ce qu'on va envoyer la dépouille? C'est dans nos régions, c'est dans nos villages. Vous comprenez? À ce moment-là, c'est l'un des nôtres qu'on a perdu. Vous comprenez? On ne peut pas rester là à juger ses actions pour l'instant. Je ne dis pas qu'il faut le louer, il faut l'ascenser. Non, voilà pourquoi je dis il faut faire la distinction du combat de Marie-Jeanne et de Blé. Et ce combat-là, moi je pense que c'est comme ça désormais. Nous devons voir. Et vous savez, c'est ce revirement de situation, de façon de penser, qui fera que ceux d'en face
vont commencer à avoir du respect pour nous. Et ils seront prudents. Ils réfléchiront à plusieurs fois avant de s'en prendre à l'un d'entre nous. Parce qu'il faut qu'on quitte dans cette histoire de venir. Vous venez, vous trouvez un de vos frères qui est en difficulté. On va demander, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais toi aussi, pourquoi tu as fait ça? Non. On vient, la situation, elle est dramatique. On rétablit notre frère dans ses droits. On le défend comme il faut. Vous allez remarquer que désormais, quand les gens voudront s'en prendre à l'un des nôtres, ils vont véritablement se renseigner et ils vont faire attention parce qu'ils nous verront avec beaucoup de respect. Voilà. Voilà. Allez-y, madame. Allez-y. Okay. Est-ce que, après Madame Koudou aura une motion, est-ce que Zasso même là, quand tu dis, docteur B, que voilà, on aura, en fait, ces personnes-là, quand ils voudront s'attaquer à un Ivoirien, ils feront attention. Mais Zasso lui-même là, il s'attaque à ses propres frères ivoiriens. Et puis aussi, il y a quelqu'un qui a posé une question, comme elle n'est pas sur le panel. Donc, on pardonne aussi à Soro, parce que les gens, je ne veux pas répondre à ça, parce qu'on va dire c'est Marie-Jeanne, je te pose la question. Voilà. Pourtant, Zasso s'attaque aussi aux Ivoiriens, il s'attaque aux institutions, il s'attaque à ses frères, et il met ses frères en pâture. Pareil que Johnny Pacheco a fait. Moi, je suis pas d'accord, quand on dise que Johnny Pacheco, il est allé en villégiature au RDR, je ne suis pas d'accord avec la position de Zasso, mais moi, ici, ce que je dis, je veux mettre en lumière, c'est la dénonciation des pratiques du RDR. Voilà. Il y a Kanignon aussi qui a une motion, je ne sais pas si tu veux prendre les deux. Il y a Koudou aussi qui... Ouais, je prends toutes les motions et puis voilà. Attends le maire, il y a Madame Koudou. Madame Koudou, faites votre motion. Non, moi, ça pas ajouté en une phrase d'épée à prendre. Docteur B, il faut bien expliquer la question que Maman Marie-Jeanne t'a posée, dont on doit pardonner à ceux, comme vous êtes des dévanciers qui maîtrisent un peu. Il faut bien expliquer ça, ça fait un. Et puis aussi, il faut mieux expliquer le contexte Zasso et Soro Guillaume. C'est la même doléance qu'il faut aussi à Canignon. Voilà. Expliquez bien. Merci. Merci. Madame Koudou. Oui, allez-y. J'ai dit. Quand tu dis, mon point c'est que comme je suis occupée ici au travail, donc je tourne un peu. Mais sur quoi je tombe, je vais répondre. Tout à l'heure, tu viens de dire que non, Zasso se fait lyncher par les apatrides. Donc c'est notre frère ivoirien, donc on doit le défendre. Tu es sérieux là, mon frère? Tu es sérieux? Ton frère dont tu parles là, qui s'est mis du côté des gens qui vont tuer des Ivoiriens dont tu parles là, tu dis comme les gens le lyncher, on va le défendre d'abord, mais va le défendre. Je te connais pas, j'ai rien contre toi, mais je te dis. Non, ma soeur, on parle avec respect. Pose ta question. Non, pose ta question. Tu dis, tu es sérieux. Tout ça là, c'est des langages qui ne sont pas bien ici. Donc, pose réellement ta question. Si tu poses ta question, il va répondre. Hein. Tu poses ta question, il va répondre. C'est ce que je dis. C'est notre doyen, il faut faire attention. On n'est pas obligé. On est ensemble, hein, mais tu vois que moi-même, je ne suis pas d'accord peut-être avec ce qu'Olivier dit. Voilà, mais on est ensemble. Mais c'est pas parce que si quelque chose arrive, moi j'ai quitté derrière lui, tout le monde me connaît pour ça. Mais c'est ça aussi la liberté d'expression. Donc ce langage de tu es sérieux, non, c'est pas, on échange. Parce que ceux qui nous regardent là, en arrière-plan là, ils apprennent aussi. On va pas se lancer des pics inutiles. Allons dans le débat avec respect. Merci. Donc je disais, quand tu dis non, qu'il se fait lyncher par les apatrides, mais qui allait le lyncher? Là-bas, lui-même, il sait que là-bas, entre eux, il savent que chacun lutte pour sa place, pour manger. Donc, si lui, il est là, si lui, le seul bêté qui est là-bas, c'est normal que eux, chacun a sa place, chacun veut sa place là-bas. Donc, si on le lynche, c'est ce qu'il a demandé. Personne ne peut, en tout cas, moi, je sais pas, hein, moi, je peux pas défendre Zasso. Si c'est au RHDP qu'on lynche Zasso, je peux rien dire. Mais si c'est ailleurs, si c'est pour un autre truc, peut-être qu'il a tapé quelqu'un, puis ils sont parlé mal de lui, si je veux. Mais parce que Zasso est au RHDP, les apatrides de là-bas, lui-même dans sa propre bouche, lui-même qui avait dit que non, Ouattara est burkinabé. Et s'il il est parmi les burkinabés, que le burkinabé se retourne contre lui. Mais c'est normal. Lui-même, il sait ce qui se passe là-bas, non? Donc, qu'il le fasse. On peut pas défendre Zasso. Personne ne peut défendre Zasso pour l'enlever là-bas. Il y a Kanignon qui a une motion, voilà, mais je ne sais pas s'il veut rebondir avec les questions qu'on lui a posées. Non, il faut laisser Dr B chuter et puis après, je vais faire... Okay. D'accord. En fait, j'ai bien compris toutes les préoccupations. Hein. Je vais répondre. Je comprends aussi
et je respecte la peine de Madame Koudou, je respecte. C'est de son droit. Elle a peut-être mis un peu d'émotion parce que la colère, elle est là. Voilà. Mais aussi, c'est notre devoir d'enseignants et de pédagogues de pouvoir expliquer aux gens. Parce que quand la personne ne comprend pas, c'est bien normal qu'elle ait cette réaction. Parce que elle n'accepte pas, elle ne conçoit pas la chose dans cette façon dont elle, la chose se présente à elle. Mais je pense qu'avec de l'explication, comme le même l'a dit là, je pense que on va finir par nous tous nous retrouver sur le même point. Aujourd'hui, la question qui se débat des assauts. Voilà. Vous m'excusez. C'est pas les choix politiques des assauts qui se débattent. Non, non, non. La question qui se débat, si vous avez remarqué dans mon intervention, j'ai dit qu'il faut mettre en valeur les nouvelles valeurs que nous essayons de promouvoir dans la société ivoiroise désormais. On veut que désormais, il faut que les gens sachent que les Ivoirois, c'est-à-dire, on tient l'un à l'autre. On est dans une nouvelle dynamique qui fait que aujourd'hui, on met la préférence nationale. On met un certain nombre de critères qui font que tout et n'importe qui ne peut pas venir traiter un Ivoiriois comme il pense, comme cela l'a été. C'est vrai, ce que vous citez là. Il y a eu des moments où, et cela existe jusqu'à aujourd'hui, où on a tourné le dos à beaucoup de nos populations, beaucoup de nos frères, pour leur choix politique ou pour des raisons quelconques. Certains ont subi des choses et il y en a qui ont subi le plus pire et il n'y a pas eu cette réaction d'unité autour. Mais aujourd'hui, c'est sur cela que nous sommes en train de travailler. Cela ne commence pas forcément par Zasso, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut que nous développons cela. Vous savez, tout ce que nous acceptons influence le subconscient et c'est ça qui définit nos actions et nos comportements demain. Il y a des choses qu'on a laissées rentrer qui aujourd'hui nous essayons de faire sortir. Maintenant, quand on me parle de Soro Diom et de Zasso, la différence elle est bien nette. Elle est bien nette. C'est vrai que les gens veulent nous envoyer sur le terrain politique forcément sur cet aspect-là, mais moi j'explique simplement la chose. Soro Diom, dans son cas, c'est quelqu'un qui a formé une rébellion pour attaquer son pays. Zasso était militant d'un parti. Force est que peut-être nous n'aimons pas ce parti, nous n'apprécions pas les méthodes de ce parti-là, mais c'est sur le terrain politique que Zasso a fait ses actions. Maintenant, sur le terrain politique, s'il a eu des écarts de langage ou des propos qui sont bien regrettables, je répète, qui sont bien regrettables, mais ça a été sur le terrain politique. Ça fait déjà une différence entre les deux personnes. La deuxième des différences aussi qu'il faut noter, c'est que Soro Diom, lui, il n'est pas en proie avec des apatrides. Non. Soro Diom, il a son problème, il a l'appui de ses frères apatrides et de tous ses soutiens. Voilà. Vous remarquez ceux même qui attaquent Zasso aujourd'hui, là. Ce sont les communicants de Soro Diom. Ce sont les communicants de Soro Diom. Donc les deux ne se retrouvent pas dans la même situation. Maintenant, l'aspect même qui gêne beaucoup, c'est que quand, par exemple, nous disons que le président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire vous nous envoyez sur le terrain politique, que le PPAC et toute action citoyenne ivoirienne n'a pas forcément besoin de Soro Diom, les mots ont leur sens, n'a pas forcément besoin de Soro Diom, c'est parce qu'il n'existe pas en tant que parti politique. Vous voyez, il n'existe pas en tant que force politique. Soit on va sur le terrain politique et donc on va dans une bataille politique, où on se fait des alliés qui peuvent nous permettre de gagner. Donc c'est tout à fait autre chose, c'est vraiment différent. Il y a tellement d'aspects qui différencient le problème Soro Diom et le problème Zasso, si on peut le traiter de la sorte, mais l'intervention aujourd'hui qui est faite, c'est de faire remarquer à l'Ivoirien qu'aujourd'hui, il y a une situation, qu'elle soit provoquée ou non par Zasso, mais il en résulte que il y a une meute. J'utilise le mot meute pour définir. Vous savez, une meute, c'est comme les loups qui viennent à 50, 10, 20, 30 pour attaquer une seule personne. Voilà. Il y a une meute qui s'acharne sur l'un des nôtres. Fût-ce qu'il ait fait des dérives et que ses choix politiques sont
regrettable et bien critiquable, mais le problème ne se pose pas sur le plan politique. Le problème se pose sur le plan de la préférence nationale. Voilà. Le jour où, si vous voulez faire le parallèle dans le besoin d'être, d'avoir le soutien, par exemple, des Ivoiriens pour défendre son, 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 son aspect ivoirien et tout ce qui s'y attache, cela sera fait. Mais pour l'instant là, il n'a pas ce problème-là. Ce problème qui se pose aujourd'hui, il est en bataille politique avec son ancien mentor. En quoi cela concerne toute la Côte d'Ivoire? C'est un problème politique entre les deux. Voilà. Et nous, quand on parle des actions de l'opposition en Côte d'Ivoire, on veut que ce soit des forces représentatives qui soient là, qui apportent un plus, au lieu de prendre un trouble fait qui n'est pas représentatif et après qui viendra demander ou imposer des choses parce qu'on juge les gens aussi par leurs antécédents. Donc, on est dans deux cadres très différents. S'il vous plaît, faites la distinction des choses. Nous ne sommes pas sur le terrain politique, nous sommes sur un terrain de la préférence nationale et de la nouvelle Côte d'Ivoire que nous voulons. Il y a quelqu'un qui l'avait dit, on veut pouvoir aujourd'hui, je vois mon frère Canignon, ou bien je vois lui-même, des personnes que j'ai jamais rencontrées personnellement, mais du simple fait qu'ils sont ivoiriens comme moi, il y a une situation, je viens, je fais prévaloir ces personnes-là. Voilà. C'est cela. C'est de ça il s'agit. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos préoccupations, mais voilà. C'est ma Merci façon de beaucoup. voir. Canignon, si tu as quelque chose à ajouter, tu peux aller. Réalité, tu as quelque chose à dire? Bien sûr, je voulais enchaîner. Ouais, moi, je devais prendre la parole là, maman. Ben, il y a Canignon qui va prendre la parole. Et puis après, on va basculer sur toi. Normalement, après, c'était toi qui avais la parole. Canignon, vas-y. Ok, excusez-moi, monsieur Réalité, excusez-moi. Mais j'aimerais appuyer ce que Dr B a dit. Vous savez, aujourd'hui, l'Ivoirien n'existe pas. On parle juste, oui, mais il n'y a aucune solidarité. La solidarité, là, ce n'est pas le lieu de juger. Est-ce que. On défend d'abord. Regardez un peu les pays européens ou même occidentaux. Quand ils ont un national qui est en difficulté dans l'un des pays du tiers-monde, par exemple en Afrique, en Côte d'Ivoire et autres, ils ne cherchent pas à savoir. Ils défendent leur national d'abord. Arrivés ici, ils vont régler le problème. Mais nous, le problème qu'on a, des gens se liguent contre nous. Et c'est là, on va dire, ouais, comment j'étais en froid avec lui, et puis lui là, mais on laisse de la place à qui? Et aujourd'hui, cette réalité, elle est sociologique. Vous partez un peu dans nos villages, dans nos contrées, des gens font palabre entre eux, ils arrachent les terres familiales à leurs frères et ils vendent ça aux gens. Il dit, mais du moment que tu combats ton propre frère, quel que soit le problème qu'il y a entre vous, que tu fais entrer un étranger, tu n'as rien compris. Et aujourd'hui, c'est ce qui justifie la perte de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui justifie la perte de la Côte d'Ivoire. On n'a pas dit de ne pas faire la politique. Il faut avoir une limite. Donc ça là, c'est une théorie que nous sommes en train de développer. Peut-être que ça fait, d'autres ne comprennent pas, mais cette théorie est toujours justifiée par des faits. Et Zasso lui-même là où il est, il va comprendre que oui, ce n'est pas ce qu'on dit là. C'est le principe qu'on nous essayons de défendre là. Ce ne sont pas des fariboles. Parce que l'Ivoirien est toujours là en train de non, mais les autres, quand il s'agit d'eux, ils s'en foutent. Ils se mettent toujours en rang serré pour vous combattre. Donc, le problème là, la problématique là, peut-être qu'elle est mal formulée. Et les hommes politiques ont peur de mettre ce débat là sur la table. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens autochtones contre les apatrides qui veulent tout pour que la Côte d'Ivoire reste en l'état actuel, où tu peux arriver à 8 heures à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et puis à 10 heures, tu es Ivoirien. Mais regardez au Burkina, est-ce que ce problème-là se pose? Non. Regardez au Ghana, est-ce que ce problème se pose? Non. Regardez en Guinée, est-ce que ce problème se pose? Non. Au Mali, ce problème ne se pose pas. Mais il n'y a qu'en Côte d'Ivoire. Et quand on parle, vous comparez Soro. Mais Soro là, Soro, il est incomparable. C'est Soro qui a justifié sa pseudo-révolution des boubous. Pourquoi on attaque la Côte d'Ivoire qui a remis en cause, je dis bien qui a remis en cause nos acquis sociologiques, anthropologiques et historiques. Et quand vous êtes là, vous voulez trouver des raccourcis. Si vous pardonnez à Soro, vous pardonnez à Zasso. À Zasso, vous pardonnez à Soro. Soyons sérieux quand même dans notre raisonnement. Si le débat ne vous est pas accessible, laissez des gens vont développer. C'est pas sur ce même angle-là que nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, là, c'est le cas Zasso. Mais demain, là, ça sera aussi l'un des cadres. Parce qu'on a toujours dit que le RHDP est un parti, je ne sais pas quel terme utiliser,
mais qui fonctionne sur le repli identitaire. Et tous ceux qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, qui sont en Côte d'Ivoire, soutiennent le RHDP inconsciemment. Je dis bien inconsciemment. Parce que pour eux, il y a un étranger qui est là, qui se réclame de ce type. Donc eux, inconsciemment, ils sont là-bas. Quand vous prenez Fabrice Avignon, il est béninois, il aurait pu militer dans un autre parti, mais le RHDP, tu peux pas le voir en train de militer dans un autre parti, autre que RHDP. Donc, ce que nous disons là, le RHDP est une menace pour la survie des Ivoiriens. Donc, au-delà des assauts, nous, on traite un problème qui est réel et concret. Donc, si le fil rouge de notre combat n'est pas défini réellement, on se trompe. On se trompe. On se trompe. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens ne sont pas heureux chez eux. Ils ne sont pas heureux chez eux. Même ceux du Nord qui font preuve d'hypocrisie, ensuite, ils sont menacés. Eux-mêmes, ils sont menacés. C'est des questions que les gens n'osent pas mettre sur la table. Mais on est envahi, il faut le dire. On est envahi. Tous ceux qui gueulent sur les panels, que ce soit ici, elles sont en Guinée, là, il y a des Ivoiriens qui vont se réclamer d'être Guinéens là-bas pour être candidats. C'est pas nous encore, on discute encore. Le nom a une consonance sociologique, mais j'ai honte de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et ce problème-là, c'est pas un problème qu'on peut régler en 2 jours. Donc, si on n'a pas cette conscience nationale-là, comment est-ce qu'on peut lutter? Parce qu'aujourd'hui, quand ça t'arrête, tu manges bien, c'est bon. Mais tous ceux qui ne sont pas de leur confrérie, qui sont retour au RHDP, là, ça va les rattraper d'un moment à l'autre. Ils sont conscients de ce fait-là. Donc, je pense que Dr B a tout dit, et sociologiquement, c'est des choses qu'il faut dire aux gens. Voilà. Ce n'est pas, le dire ne veut pas dire que non, en fait, de la xénophobie, mais c'est une réalité. La conscience naît des faits réels, de ce que tu observes là. C'est de là que naît ta conscience. On est aussi en Occident, on voit un peu ce qui se passe. Vous pensez que l'État français prend fait cause pour un étranger au détriment d'un Français? Attention, soyez sérieux. Vous avez tous la même nationalité, mais vous n'avez pas le même traitement. Il y a ceux qui sont français à part entière et il y a des gens qui sont français entièrement à part. Ça, vous ne comprenez pas ça aussi. Je chute pas là. Merci. Merci. Entièrement à part et à part entière. Voilà. Être français à part entière et être français entièrement à part. Ah, vraiment, on va développer ça là. Hein. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Être ivoirien à part entière et être ivoirien à quoi? Entièrement à part. Mais il y a quelqu'un, réalité, il faut attendre. Il y a quelqu'un qui est monté depuis, monsieur Guillaume Douto. Vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît, monsieur Guillaume. Voilà, il a longtemps, il est là. Merci. Et Marie, ça mérite une conférence du docteur, hein? Ah, mais bien sûr. Mais un Ivoirien à part entière, un Ivoirien entièrement à part. Entièrement à part. On va attendre après. Avec un quand on va aller chercher notre chapeau là, et puis après là, le cœur sera, voilà, aujourd'hui comme c'est le pont, je crois que mon fils est sorti de sa tanière. Mais ça là, il faut écrire quelque part. Ce sujet là, on va le développer. Moi, je ne laisse pas les sujets comme ça là. Voilà, il faut qu'on en parle. Monsieur Guillaume, ouvrez votre micro et voilà. Ok, je salue tous les panélistes. Je salue tout le monde. En tout cas, franchement, monsieur Kanignon a coupé ma soif. Il m'a bloqué de par, comment on appelle ça, sa dernière pensée, peut-être être ivoirien à part entière, et puis être ivoirien entièrement à part. Sincèrement, sinon, concernant Zasso, comme il a dit lui-même, il faut avoir la préférence. Je pense que on devrait d'abord savoir exactement où se situe ce Zasso-là pour que cette préférence-là soit mise en ébranle. Parce que Zasso, de toute sa présence au RHDP ou bien au RDR, il était là rien que pour attaquer le président Laurent Gbagbo. Il n'y a pas un jour, Zasso a fait une critique objective. Ce n'est que des insultes. Et c'est le problème que la politique ivoirienne a aujourd'hui. Surtout ceux qui se disent aujourd'hui des communicateurs. Là. Ils confondent la critique et les insultes. Zasso n'a jamais fait une critique objective concernant l'opposition. Il a toujours insulté le président Laurent Gbagbo. Par contre, là-bas où il est là, même si les gens ne sont pas contents, jamais je n'ai vu un homme du Nord, ou bien, bon, voilà, les apatrides qui sont RHDP, franchement, avoir des méchancetés contre leur président. On ne fait pas ça. Même ceux qui sont avec nous, certains de nos frères, apatrides qui sont avec nous, ils n'ont jamais eu un langage méchant envers Ouattara. Et c'est ce que Johnny Pacheco disait un jour. Il a parlé en bêtise. Il faut savoir ce que tu es en train de faire. On ne sait jamais.
Voilà aujourd'hui le résultat. Moi, personnellement, c'est quelqu'un que je peux jamais le soutenir. C'est pas possible. Je ne peux pas le soutenir. Parce que la politique que nous sommes en train de faire, c'est pas la sauvagerie. Excusez-moi du terme. Mais nos frères là, vraiment, c'est pas possible. Ils exagèrent. Ils exagèrent, nos frères. C'est eux qui nous exposent. Ils n'ont pas vu au RHDP. Quand par exemple il y a élection, c'est lui qu'on appelle, viens, tu vas attendre mon micro, il va voir, et puis on lui donne 200 euros. C'est ça son travail. Sinon, c'est pas un politicien. C'est son travail. Donc, ces pleurs-là, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Il a été utilisé, mais un homme qui est conscient, un homme qui se dit qu'il est homme politique, qui dit qu'il fait des critiques, lui-même aussi, il fait ses propres critiques. Mais est-ce qu'il a une fois pensé à cela? Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut pleurer. Donc bon, comme c'est un être humain, on parle. Mais moi, personnellement, tant que Zasso n'a pas dit que bon, aujourd'hui, voilà ma position, c'est-à-dire soit je ne suis plus avec eux, ou bien c'est rentré, c'est sorti ici. À partir de là, peut-être que je vais réfléchir deuxième fois pour voir ce que je peux faire. Mais à ce moment-là, il ne mérite vraiment aucun soutien. Il n'y a pas une question de préférence là. C'est pas possible. Parce que quand tu es au milieu de certaines personnes, et puis on insulte ton papa, ou bien on t'utilise à insulter ton papa, dis-toi que on peut te régner aussi. Donc, moi, je crois que c'est son cas. Mais, vraiment, j'étais trop fâché. Mais, je remercie vraiment Canignon et sa pensée reste vraiment à méditer. Je vous remercie. Ce n'est pas ma motion ou c'est égalité? Allô, Marie-Jeanne, tu es là, ton micro. Hein? Allô? Mais toi-même, tu es modérateur, si elle ne parle pas, vas-y. Ah, d'accord. Ok, bon, avant qu'il y ait... Je sais que déjà c'est quelqu'un d'âgé, donc je vais l'appeler demain quand bien même que je n'ai pas sa photo. Donc je remercie aussi l'intervention de Canillon qui a été à la hauteur. Voilà, je remercie aussi les du Dr. B, voilà, et Dr. B, voilà, Dr. B. En fait, ce que je vais dire aussi, c'est que j'ai pris en compte ce que vous avez dit. Mais je comprends, ça, parce que là, ça demande un sursaut d'orgueil. Moi, ce que je comprends maintenant, ce que vous voulez dire, on n'a qu'à traiter le cas des apatrides. Il faut qu'on traite le cas des apatrides. Maintenant, après, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les Ivoiriens traités. Ça, sur ce côté-là, il n'y a pas de mot à dire. Je suis totalement d'accord avec vous. Voilà. Et aussi, ce que je veux dire, pour fermer mon micro, c'est à cause de ton cœur blanc, les gens ne te comprennent pas, les gens t'as franchement dit. Ça, je te l'ai toujours dit ça, toi, hein, en privé. Toi et ta femme, vous êtes toujours comme ça. C'est-à-dire, tellement vous êtes solidaire des gens, et ils ne comprennent pas ce petit truc-là. Du moment où c'est pour ça qu'on vous a tous. On essaie d'analyser un peu qu'est-ce qu'Olivier Blé veut dire, qu'est-ce que sa femme. Moi, il sait, Marie-Jeanne sait que tu es quelqu'un, tu n'es pas compliqué, quoi. Voilà. Donc, réalité, avant que tu apprennes la parole, il y a Canyon qui a une motion. Donc, on va écouter Canyon et puis on te donne la parole. Réalité. Canyon, vas-y, hein. Non, le même style, c'est pas pour rebondir à ton propos là où tu disais Olivier Blé, c'est parce qu'il a... Non, c'est une question de principe. Vous voyez, c'est une question de principe. Soit on le défend, soit on ne défend pas. Parce que nous, dans ce qu'on appelle combat politique, on manque de logique. Ça, c'est le propre du nègre, excusez-moi du thème. Mais on fait tout par émotion. On n'a pas de logique. Quand vous partez un peu dans les pays développés, c'est là où vous vous rendez compte que être un national ou bien avoir la nationalité et puis être peut-être français de souche ou bien anglais de souche, il y a une différence de traitement. Mais nous, là, on est tous dans l'émotion. Ou qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'aujourd'hui, le problème en Côte d'Ivoire, là, certains hommes politiques, de peur d'être étiquetés de xénophobes, ne veulent pas poser réellement le problème. Sinon, en Côte d'Ivoire, il nous faut des politiciens comme les Marie Le Pen. On est envahi, on est noyauté dans notre propre pays, là. Il y a des secteurs qui sont embrigadés où l'Ivoirien même ne peut même pas rentrer pour faire du commerce. Et voilà ce qui revient régulièrement. Les Ivoiriens sont des paresseux, les Ivoiriens n'ont pas envie de travailler. Tu pars au port de pêche. C'est un lobby qui est là. Dans la vente du bois, c'est les Haoussa qui sont là. Et c'est des secteurs qui sont fermés. Mais on dit non, les Ivoiriens ne veulent pas travailler. Mais quand tu vas aborder cette question-là, on pense que non, oui, allez-y, maman.
Par exemple, au port de pêche. Moi, je connais ce secteur-là parce que ma maman y a passé toute sa vie. Elle était vendeuse de poissons. À un moment donné, ils ont demandé aux femmes, parce que quand le bateau est à quai, quand ceux qui ont le propriétaire des bateaux, en fait, ceux qui ont le poisson, mettent le poisson sur un espace dans un hangar, et les Burkinabés, je pense que ceux qui travaillent là-bas, ils mettent les poissons dans les caisses. Avant, c'était sous forme de caisse. Quand nous étions plus petits, qu'on accompagnait nos parents, voilà, au port de pêche. Et normalement, ceux qui achètent les premiers, et il y a certains qui achètent les premiers, c'est-à-dire un prix d'en gros, et qui acheminent maintenant vers les marchés, ou bien revendent ça aux femmes pour que ces femmes-là puissent vendre ça sur les marchés des trèches. C'est la plupart Treichville, Adjamé, Abobo et puis Yopougon. Ça, c'était celles qui vendaient le poisson en détail. À un moment donné, ils ont demandé aux femmes de donner une caution pour qu'elles puissent, on appelle ça dans leur langage, juger le poisson. Voilà. Et il y a nos moments, nos tantes, moi, ma mère, bon, elle avait déjà arrêté. Donc, c'est mes tantes qui ont pris le relais. Elles ont donné une caution, je pense 1 million, 2 millions chacune, comme ça, pour pouvoir juger le poisson et le revendre aux détaillantes. Mais quand Draman a pris le pouvoir, on a écarté nos mamans qui ont vendu toute leur vie. Je dis, moi, ma mère a vendu toute sa vie, très jeune, et jusqu'à ce qu'elle vieillisse et qu'elle arrête que ses sœurs prennent le relais. Mais ils sont venus, ils ont dit aux femmes là, bon, elles ne jugent plus les poissons, leur argent est resté là-bas, on ne leur a même pas remboursé. C'est ça en fait qui se passe. Et puis c'est les Burkinabés qui ont pris tout le marché de poissons hein, au port de pêche d'Abidjan. C'est ce qui existe parce que moi-même là, je suis une enfant issue de ça, je sais les réalités. Aujourd'hui, mes tantes là, elles sont à la maison. Puisque non, parce qu'aujourd'hui, dans le temps qu'on nous n'était plus jeunes, une caisse de poissons qui coûtait 20 000, 30 000. Aujourd'hui, cette caisse de poisson coûte 100 000 francs. Tu vends à combien? Et tu gagnes combien sur une caisse de poisson qui coûte 100 000 francs? Et tu as quel bénéfice pour pouvoir mettre de côté et puis aller faire ton marché? C'est pas possible. Et aujourd'hui, la situation jamais qu'on appelle forum aujourd'hui, nous c'était le grand marché, nos moments vendus, ils ont cassé pour que ça puisse être construit comme ça là. Aujourd'hui, on les a mis à l'intérieur du marché. Donc, elles ont payé leur place, hein, chacune à sa place, elles ont payé. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, les femmes burkinabées ou bien quoi, vendent aux abords du marché forum. Donc, ça veut dire les clients même n'ont plus à l'intérieur du marché pour pouvoir acheter le poisson frais, tout ça. Aujourd'hui, elles ont des difficultés. Tout le monde est resté à la maison. Et si tu as une cliente vraiment depuis longtemps, parce que elles, aujourd'hui, ce qu'elles font, elles vont donner à crédit. Et la cliente ne va pas acheter cash. Elles vont donner à crédit pour aller faire soit les restaurants, les vendeuses d'alocaux, dans les grands trucs, voilà. C'est réel. Aujourd'hui, nos mères qui ont vendu les poissons, qui nous ont scolarisés, qui ont vraiment, on a eu une vie meilleure avec nos parents qui étaient dans la vente de ce poisson-là, mais ont été phagocytés par l'arrivée de Draman Ouattara au pouvoir et des Burkinabés au port de pêche. Voilà ma motion que je voulais faire. Kanignon, tu peux continuer. Merci, Maman Marie-Jeanne, d'avoir appuyé mon argument. Pour chuter par rapport à ce que le même Steve a dit concernant Olivier Blé, oui, c'est le principe qu'on essaie de défendre. Sinon, ce n'est pas une question de nom, de personne. C'est eux qui n'ont pas ce principe-là en tête. Donc, ils vont un peu dans tous les sens. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il faut comprendre que c'est la Côte d'Ivoire contre les apatrides, les étrangers qui ne veulent pas que la Côte d'Ivoire s'en sorte. Et ce qu'elle vient de dire là, c'est des réalités, c'est un fait qu'on ne peut pas ignorer. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais dire. Sinon, Olivier Blé, c'est pas une question de cœur, mais nous, on défend des principes. Et ce assaut-là, et ça que dans son fond intérieur, il sait. Et c'est la même chose que Blé Goudé fait. Et on lui dit, non, tu es en train de franchir une ligne infranchissable. Parce que le problème là, on le connaît, hein, mais c'est une question de courage. C'est une question de courage. Se lever puis dire en Côte d'Ivoire, voilà ça là. C'est ce qu'on n'arrive pas à faire. Bon, on connaît vraiment notre problème. Et on préfère dire oui, la France, oui, les Occidentaux. Mais le problème d'abord en interne, il y a une recolonisation qui est là. Que ce soit dans nos villages, des personnes qu'on a accueillies, qui veulent aujourd'hui nous commander. Mais ce n'est pas possible. Voilà un peu, je chute par là. Merci. Merci beaucoup. Belle intervention. Alors, réalité, vas-y, hein, tu as la parole, mon frère. Ok, en tout cas, merci à tous ceux qui ont pris la parole. Moi, j'aime bien écouter parce que bon, on apprend beaucoup aussi en écoutant.
Bon, je pense que je vais argumenter, après je vais descendre. Le frère Zasso, le camarade Zasso, son cas est tout à fait un cas d'étude. Nous avons ici un personnage, bon, beaucoup, j'ai entendu beaucoup dire que bon, il est insignifiant, c'est un trait, non. Moi, je veux pas qu'il soit considéré comme insignifiant. Parce que si on le considère comme insignifiant, notre communication n'aura pas d'effet. Parce que pour que notre communication soit efficace, il faut que Zasso Dagro soit considéré comme quelqu'un de très influent. Moi, j'ai dit Zasso Dagro est le communicant numéro 1 du RHDP. Donc, je m'adresse à ses collègues-là, qui sont au gouvernement, et à ceux qui sont sur les réseaux, pour dire que votre chef, le numéro 1, le communicant numéro 1 du RHDP, dit que dans son parti, là, la direction du parti est tribaliste. Voilà, ça c'est le communicant numéro 1 du RHDP qui le dit. Zasso Dagro Patrick dit qu'il est dans un parti tribaliste et que ce parti fait du rattrapage ethnique. Donc, moi, en tant que citoyen varien qui ne suis pas au RHDP, je m'offusque parce que je me dis, ben attends, nous, on est dans une culture démocratique. On constate que, bon, c'est vrai que le RD est revenu par la violence. Aujourd'hui, RHDP, ils ont décidé de faire un peu les choses, entre guillemets, faire un semblant de démocratie, mais on constate toujours qu'il n'y a pas la démocratie. Donc, on va combattre ce système parce que le système qui, au départ, M. Ouattara, qui avait fait la communication pour dire qu'il était exclu de la liste, et, bon, pour être candidat aux élections présidentielles parce qu'il était du Nord et parce qu'il était musulman, il s'est plaint de cela. Aujourd'hui, il y a eu une rébellion par la suite. Il fait son rattrapage ethnique. Bon, nous qui ne sommes pas du Nord et musulmans, qui sommes du Sud et chrétiens ou peu importe, animistes, on s'en fout, on constate que ils mettent en application c'est pourquoi ils ont toujours voulu être au pouvoir. C'est-à-dire travailler entre eux, nommer des ministres, la majorité des ministres, sur 43, je pense qu'il y a peut-être 5 ou 6 qui ne sont pas du Nord. Donc, ils sont vraiment entre eux. Quand on prend la gendarmerie, on prend les grandes institutions, ce sont tous des nordistes, tous des jours-là. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire avant même qu'ils allaient être au pouvoir, c'est ce qu'ils mettent en application. Et le communicant numéro 1 du RHDP, lui, il dit qu'il combat cela. Si le communicant numéro 1 du RHDP dit que lui combat ce tribaliste qui est dans son parti, mais moi qui ne suis pas dans son parti là, comment je ne vais pas combattre ça? Si le communicant numéro 1 du RHDP dit qu'il combat ça, il dénonce cela, moi je suis qui pour venir dire qu'ils c'est un trait, au lieu de me concentrer sur ce qu'il dit là? Moi, ce qui m'intéresse dans ce qu'il dit, c'est ça. Il dit dans son parti là, ce sont des tribalistes. Ce sont des tribalistes. Eux, ils sont entre eux. Que lui, Zasso, on exclut les Johnny, on exclut tout le monde. Donc, lui, il combat ça. C'est ce qui m'intéresse. Et quand on va dans le fond, effectivement, M. Ouattara a vraiment accentué sa propagande. Quand il a fait la déclaration au début pour dire que je suis exclu parce que je suis du Nord et parce que je suis musulman, ils ont mis en application cela. Quand ils ont fait la rébellion, imaginez-vous pendant c'était en 2002, 2011, ça fait 9 ans. Pendant 9 ans, ils ont eu le temps de faire la propagande dans toutes les mosquées, dans tous les villages du Nord, pour dire que non, il ne faut pas qu'ils vont collaborer avec des sudistes parce que ce sont des boussemans, ce sont des mécréants. Ce sont des cafres, comme on dit. Donc, eux, dans leur tête, eux, les musulmans, là, ils se disent qu'ils ne peuvent pas collaborer avec des cafris. Donc, c'est pour cela qu'il y avait beaucoup qui étaient déterminés même dans leur cause. Parce que dans la religion musulmane demande d'éduquer les cafris. Il faut les enlever de leur mécréance, de leur médiocrité là, pour les amener vers le droit chemin. Donc, eux, ils avaient ce devoir-là religieux, parce que c'est la religion qui impose, parce qu'eux veulent aller au paradis, d'imposer leur culture aux autres, ou de ne pas collaborer avec les autres. Raison pour laquelle c'était dangereux de faire cela. Mais Ouattara n'a pas hésité à faire cela. Il a fait une propagande pendant des années. Et cette propagande-là perdue toujours. La majorité des gens du RHDP qui sont musulmans, dans leur tête, ils vont pas le dire ouvertement, mais c'est religieux, hein, c'est comme ça. Eux, ils ont cet aspect-là de supériorité, et les autres sont des mécréants. Ça veut dire que ce sont des gens qui vont sûrement aller en enfer. Donc bon, ça ne sert à rien de collaborer avec eux. Donc il y a une préférence, c'est l'islam qui demande la préférence de collaborer avec les frères musulmans. S'il y a un choix à faire entre un musulman et un chrétien, le musulman, il a l'obligation de traiter avec le musulman. Donc voilà la dangerosité. C'est ça là, moi, qui m'intéresse. C'est ça là qui me fait peur. Parce que jusqu'à présent, ça continue. M. Ouattara met ça en application. Est-ce que vous voyez qu'il a fait un gouvernement d'union, ou bien il fait tout pour mettre les opposants à l'aise, ou bien il fait tout pour... Non, il s'en fout, il écrase tout le monde. Ça ne les dérange même pas ce que Zasso dit. Ça ne les dérange même pas. C'est nous là qui allons tout faire pour que ça les dérange. Moi, je salue le frère Olivier Blé. Je salue le frère Olivier Blé. Je salue la sœur Clarisse Nopo, qui font des panels dessus. Parce qu'il faut qu'on va les faire comprendre qu'on a compris ce qu'ils sont en train de faire. Vous nous traitez des mécréants, vous nous traitez des cafres, vous ne nous considérez pas parce qu'on n'est pas musulmans. Ok. Mais nous aussi, on a notre mot à dire. Et ce mot-là, on le dit. On dit que la Côte d'Ivoire, là,
Ce n'est pas un village nordique. Voilà, dans la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'ethnies. Il y a des sudistes qui sont chrétiens, qui sont animistes, qui sont musulmans aussi. Et que la Côte d'Ivoire, pour la construire, on a besoin de tout le monde. Vous avez décidé de travailler, de collaborer uniquement entre vous. Nous, on dit non. C'est pas comme cela que la Côte d'Ivoire a été fondée. Si Houphouët-Boigny devait le faire, depuis longtemps, il allait mettre si c'est le ministre, il allait mettre 90% de Baoulé, puis 10%, il allait mélanger BT, puis il allait mélanger comme ça. Mais Houphouët-Boigny a toujours travaillé avec tout le monde. Il mettait des BT, des Djoula, il mettait des Adjoukou, il mettait des Adier. Il a mis tout le monde à l'aise. Et c'est cette culture-là que nous, on espère que vous qui avez combattu pour cela, vous allez essayer de maintenir. Mais vous êtes venu faire quelque chose qu'on n'a jamais vu en Côte d'Ivoire. On n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Vous collaborez entre vous. Quand on prend la gendarmerie, regardez la tête des officiers supérieurs. Tout ça, c'est les Nordistes, c'est les Djoula. Police, gendarmerie, la douane, tout le ministère, et tout c'est eux. Et puis le reste compte du beurre. Mais non, c'est pas comme cela. Donc moi, je soutiens le frère Zasso quand il dénonce cela, je le soutiens à 1000%. Si aujourd'hui les gens le combattent, ils le combattent, c'est parce que c'est un mécréant, là, c'est un cafri, c'est un sudiste. Donc on va le combattre. C'est pas faire des traîtrises, là, c'est pas ça. Parce que tout à l'heure, on a bien dit que même au RHDP, là, il y a beaucoup de traites. Ils sont accueillis, le président Ouattara les a accueillis encore à nouveau. Non, c'est pas une affaire de traîtrise, c'est une affaire de ça là. Voilà, c'est ça là qui les embête là. Le fait qu'ils assoient Dagou soit un cafri, un mécréant, et qu'il est bêté, et en plus, on va dire qu'il est traite, tout ça là, ça les dérange. Mais nous, on le considère toujours comme votre communicant numéro 1. Oui, c'est votre communicant numéro 1. Et il dit que dans votre parti là, vous êtes des tribalistes. Vous préférez travailler uniquement vous les gens du Nord et que les autres là, ils comptent pour du beurre. Nous, on n'est pas prêt à accepter cela. Ok? Je m'arrête là, merci. Réaliste, merci beaucoup. On va repartager la parole. Ah, lui-même s'il est descendu, ok. Est-ce que Madame Koudou veut rajouter quelque chose? Sinon, on va passer, on va un peu faire un débat vraiment avec les deux docteurs. Et puis, on va comprendre quelque chose parce que sur le fond de ce que Réaliste a dit, moi, je pense que c'est de la préférence là. Olivier, sors en pause, hein, pardon. Olivier, sors en pause, sinon ça va se couper. Donc, nous, ce qu'on veut dénoncer ici, c'est pas que Zasso soit au RDE ou pas. C'est pas là, nous, notre problème. Notre problème, c'est parce que Draman Ouattara, quand il vient, il dit que lui, c'est un rattrapage ethnique. C'est dans ce sens-là. C'est pas aujourd'hui seulement que Zasso, il dénonce. Tout le temps qu'il se plaignait, il dénonçait ça. Tout le temps qu'il se plaignait, il dénonçait ça. Pourquoi c'est aujourd'hui, on voudrait dire, oui, pourquoi il dénonce, il est là-bas, il n'a qu'à mourir. Non. Mais puisque c'est ce que nous dénonçons, nous disons que le RDA est un parti de tribaliste, en fait. Mais c'est ce qu'il dit. Lui, il est au sein et puis il le dit. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On l'entend et puis nous, ce serait mieux qu'on développe sur ça que de voir Zasso. Moi, je ne vois pas Zasso, je vois plutôt le tribalisme. Donc, les gars, tapotez, s'il vous plaît. Je pense que vous avez arrêté de tapoter. Tapotez, partagez le live. Et puis, on va passer la parole à Madame Koudou. Si elle a quelque chose à dire, moi, je veux qu'on passe sur le volet où que le Zasso dénonce ce parti tribalique là. Bon, après, c'est lui qui voit, ainsi, il veut toujours rester là-bas. Ben, c'est ça. Donc, je fais mon micro. Mais sinon, comme tu dis, tu es au travail, on va passer la parole à docteur. On va développer sur ce sens-là. Le parti tribaliste qui est le RDR, est-ce que Zasso a raison de le dénoncer ou pas? Moi, je pense que je vais partir comme ça, comme un questionnement. Et puis, on va débattre. Donc, docteur, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. La sœur Marie-Jeanne, si le docteur ne parle pas, je fais un complément. Je fais un complément, si vous... Vas-y. Alors, il y a quelqu'un, je crois que c'est le docteur Candidian qui a fait un lien entre le fait que les étrangers ou les populations qui sont d'origine étrangère, qui sont naturalisées ivoiriennes ou qui vivent en Côte d'Ivoire, ont une préférence pour le RHDP. C'est très bien qu'il ait dit cela, parce qu'effectivement, c'est tout à fait ça. On va prendre un site qu'on appelle le Macro Trend. Macro Trend, c'est un site qui donne les statistiques sur le taux d'immigration dans différents pays. Donc, ils ont fait les stats dans tous les pays du monde. Ils ont fait les stats. Et moi, je suis parti, j'ai fait mon calcul. J'ai pris les 10 pays les plus riches d'Afrique. J'ai pris les 10 pays les plus riches d'Afrique. Il y a le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Maroc. J'ai regardé les populations totales. Dans les 10 pays, là, il n'y a pas la Côte d'Ivoire dedans. Dans les 10 pays les plus riches d'Afrique, il n'y a pas la Côte d'Ivoire dedans. Donc, j'ai pris les 10 pays les plus riches d'Afrique
Population totale, ils sont 850 millions d'habitants. Ces 850 millions d'habitants, j'ai regardé les étrangers qui sont dans leur pays, ils sont à 9 millions d'habitants d'étrangers. Donc 850 millions d'habitants, ils ont 9 millions d'étrangers. Et je suis allé regarder pour la Côte d'Ivoire, je vois, nous, on a 30 millions d'habitants et il y a 10 millions d'étrangers. Ok. La Côte d'Ivoire a plus d'étrangers sur son territoire que quand on prend les 10 pays les plus riches d'Afrique collés. On a plus d'étrangers. Et le frère, je crois que c'est Kagnon qui a dit ça, mais quelqu'un qui quitte au Burkina, au Niger, au Mali ou en Guinée, bon, comme il est musulman, déjà, pour lui c'est pas compliqué. En plus, il parle Djoula. En plus, il parle Djoula, il est musulman. Donc, pour lui, son intégration, elle est rapide. Non seulement son intégration est rapide, mais de vous à moi. Est-ce qu'il va, comment on dit ça déjà, aller faire un coup de poignard dans le milieu où il est intégré, là, eux tous sont RHDP, RDR, il va aller maintenant quitter ce milieu-là pour aller s'inscrire au PDCI ou bien pour aller s'inscrire au PPACI. Non, il va rester au RHDP. Parce que là, on l'a déjà accueilli, il est musulman, on parle du là. Et puis eux-mêmes vont le considérer comme son frère. Donc, ce qui fait que l'ivoirité même, là, ce qu'on appelle l'ivoirité, les vrais Ivoiriens même, sont en train de disparaître parce que le problème, il y a trop d'immigrés maintenant qui arrivent en Côte d'Ivoire, il y a trop de mélanges. Donc, il faut mettre une cassure à cela. Au-delà même qu'on va dénoncer ce tribalisme, il faut aussi mettre une cassure. À un moment donné, il va falloir créer réellement un ministère de l'immigration parce qu'on risque, les Ivoiriens, ce qu'on appelle les vrais Ivoiriens risquent de disparaître. Ça, à 10 millions d'étrangers, avec tous les mélanges qu'il y a, avec tous les mariages, tous les métissages, le vrai Ivoirien risque de disparaître. 10 millions, ce sont les chiffres officiels. Hein. Mais dites-vous que, est-ce que ce sont les vrais chiffres? Est-ce que ce sont les vrais chiffres? Si on prend 10 millions d'étrangers, ça veut dire dans les 20 millions qui vont rester là, on va dire par exemple qu'il y a 6 millions de nordistes qui sont très à l'aise avec les étrangers. Ils se marient très facilement. Donc vous voyez qu'à un moment donné, l'Ivoirien risque de disparaître. Donc il faut tirer la sonnette d'alarme pour dire, bon, à un moment donné, nous on va créer un ministère de l'immigration parce que l'Ivoirien risque de disparaître. On dénonce le tribalisme, mais il faut aussi dénoncer aussi tous ces mélanges-là. Bon, on n'est pas contre les mélanges, mais en tout cas, à un moment donné, il faut réguler l'immigration. Il faut réguler l'immigration, sinon l'Ivoirien va disparaître. Voilà, merci, je m'arrête là. Merci, réaliste. Canignon, on va développer un peu. Les gars, tapoter parce que là, on est arrivé maintenant dans les cours. Donc, on va donner la possibilité à Canignon de développer le sujet, en fait, que je viens de mettre sur la table. Canignon, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Oui, moi, Jeanne, ta question pour orienter un peu mon argumentaire. Allô? Ouais, il faut ta question, puisque tu avais donné la parole à Dr B, après, Réalité est intervenue, donc c'est pas la question à laquelle... Non, je parle du repli identitaire qu'est le RDR, parce que au-delà de ce que Zasso dénonce, quand Dramane Ouattara est venu au pouvoir, il a parlé du rattrapage ethnique. Du rattrapage ethnique, ça voudrait dire que c'est le RDR, la préférence est ceux du Nord et des apatrides. Quel développement tu fais sur ce point-là? Est-ce que la dénonciation de Zasso ne va pas dans ce sens-là? Oui, ce que Zasso dit, c'est un fait, hein, c'est une réalité qu'on ne peut pas balayer du revers de la main. C'est un homme aussi qui est de la maison, donc il parle en tant qu'un sachant. Il vit ces choses-là au quotidien. Mais le RDR, j'ai toujours dit que c'est pas un parti qui peut sauver la Côte d'Ivoire, parce que le substrat même de ce parti-là est greffé sur étrangers, c'est trop dit, sur les apatrides. Hein, des apatrides venus de la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, qui veulent que la Côte d'Ivoire soit toujours entre leurs mains économiquement. Parce que tout ce combat-là, c'est dû à des intérêts économiques. Sinon, c'est pas parce qu'ils veulent qu'on dise qu'ils sont ivoiriens. Non, être ivoirien ne veut pas dire qu'on est immortel, ni dire qu'on bénéficie de tout. Mais c'est à cause des intérêts économiques. Donc, qu'est-ce que ces derniers-là font? Je l'ai dit, Réalité l'a développé encore plus, mais j'appuie là-dessus. Tout étranger en Côte d'Ivoire soutient inconsciemment Alassane Dramane Ouattara. Et moi, je disais un jour à quelqu'un pour dire, mais pourquoi tu ne milites pas dans un autre parti autre que celui de Alassane Ouattara? Non, on dit Ado n'est pas ivoirien. Il a dit, mais quand tu dis Ado n'est pas ivoirien, on ne le dit pas. C'est un fait, c'est confirmé. Même si aujourd'hui, on est passé par tous les moyens pour tordre le cou au droit, mentir, mais Ouattara lui-même, là, dans sa conscience, là,
Il sait il est burkinabé. Donc, pourquoi est-ce que c'est à cause de à cause de cet argument-là que vous avez dit, non, on milite au RHDP? Non. Donc, aujourd'hui, le véritable problème que l'Ivoirien doit se poser là, c'est pourquoi j'ai dit, on pense tous qu'on fait le combat politique. Oui, je suis dans le combat, mais le combat là, on formule la problématique comment? On formule la problématique comment? Parce que le véritable problème là, on est envahi, on est noyauté, on est submergé. Toute l'Afrique de l'Ouest est en Côte d'Ivoire. Et c'est en Côte d'Ivoire, tu entends dire, tout le monde est ivoirien. Même Thiam a eu des propos dans ce sens. Pour dire la Côte d'Ivoire, c'est un bout de la Guinée, un bout du Mali, un bout du Burkina Faso. Mais tu n'iras pas au Sénégal et puis un Sénégalais va te dire que le Sénégal, c'est un bout de la Guinée, c'est un bout de ceci, cela. Non. Ils ne peuvent pas avoir ce raisonnement. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue un fourre-tout. Et les Ivoiriens, même autochtones, n'ont même pas le courage de poser ce problème-là. Donc, Zasso, là, quand il nous dit ça, là, il veut qu'on lui dise quoi? Il veut qu'on lui dise quoi? Ouais, tu ne peux pas dénoncer ça, en même temps soutenir Ouattara qui est le parrain de ce que tu dénonces. Hein? Donc, voilà un peu le problème auquel on est confronté. Il faudrait qu'on fasse une politique où l'étranger, il n'y a pas un pays qui n'a pas d'étranger sur son sol. Mais l'étranger connaît sa place. L'étranger, là, il connaît sa place. Même si on t'a donné la nationalité, tu connais ta place. On est tous en Europe ici. Vous-même, vous avez vos enfants qui sont nés ici, là, avec les Français de souche, là. Vous pensez qu'ils ont le même traitement? C'est en cela que j'ai dit, il y a des Français de souche qui ont un traitement, qui sont des Français à part entière, et il y a des Français qui ne sont pas de souche, qui sont nés ici, qui ont la nationalité, qui sont traités entièrement à part, qui sont des Français entièrement à part. Et ce que je dis là, c'est un fait, c'est une réalité. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, là, on veut tordre le cou aux autochtones pour laisser les étrangers pions sur rue et ils se permettent même de nous insulter. Vous pensez qu'il n'y a pas des Ivoiriens qui sont nés au Burkina? Il n'y a pas des Ivoiriens qui sont nés au Togo? Il n'y a pas des Ivoiriens qui sont nés au Ghana? Mais ils connaissent leur place et leur place, on leur donne ça. Mais il n'y a que des traites comme nos frères là qui nous exposent toujours. Donc, je comprends un peu le désarroi de Madame Koudou. Oui, je comprends. Mais aujourd'hui, là, on ne peut pas vouloir combattre, sortir la Côte d'Ivoire de ce gouffre-là, sans toutefois former une théorie qui parle de l'Ivoirien d'abord. Voilà les choses qui vont nous permettre de nous en sortir. Les hommes politiques voient ça, mais aujourd'hui, chacun a peur d'être étiqueté. Quand tu veux évoquer, on dit, oh, c'est encore quand tu parles, tout le monde est xénophobe. Mais on est xénophobe, ça fait quoi? Chacun a une origine, même si on parle du panafricanisme aujourd'hui, oui. Mais chacun, dans l'État, dans une approche stato-centrée, défend d'abord ses intérêts de ses nationaux. Mais nous, en Côte d'Ivoire, oui, quand tu parles, oui, ceci, mais attends. Eux-mêmes, là, ils disent, tu peux pas aller en Guinée, et puis tu vas avoir un problème avec un Guinéen, et puis tu vas gagner. Ni au Ghana, ni au Burkina, ni au Mali. Ils nous demandent ça chaque jour. Mais qu'en est-il de la réciprocité de la part des Ivoiriens? On peut pas être frère à tout le monde, hein? Non. On peut pas être frère à tout le monde. Dans nos villages, des gens sont venus. Très jeunes, on leur a donné des parcelles de terre. Mais ça les a empêchés en 2010, d'agresser leurs tuteurs, de tuer leurs tuteurs. C'est pour vous dire que ces personnes sont dans une logique. Donc, le dit là, cela n'est pas dit qu'on est xénophobe. Non. Il faut que chacun soit bien chez lui d'abord avant d'accueillir les autres. Et voilà ça. Voilà ce à quoi aujourd'hui il est confronté, ce même assaut là. Donc, ce que nous disons ici là, ça peut être une théorie incongrue pour certains, mais les faits vont toujours venir appuyer ce que nous défendons ici. Et ça là, ça vaut pour toutes ces, je peux dire, ces personnes qui militent au RHDP dans leur confrérie là. Ils savent ça. Parce que tôt ou tard, c'est ce à quoi vous serez confrontés. Et le Nord, aujourd'hui, s'est rendu complice de ce fait-là. Et demain, elle sera victime. Tous les cadres du Nord seront victimes de ce qu'aujourd'hui, ils sont en train de cautionner avec Ouattara. Parce que Ouattara lui fait la part belle aux étrangers. Et puis demain, quand il partira, ça va laisser des séquelles. Donc, voilà un peu ce qu'on dit. Sinon, le RHDP n'est pas un parti des Ivoiriens autochtones. C'est un parti des apatrides. Tous ceux qui sont étrangers en Côte d'Ivoire soutiennent inconsciemment Ouattara et ils sont dans son parti. Si vous dites, moi, là, faites cette petite enquête empirique, là, vous allez voir. Merci. Je voulais savoir, parce que tu as parlé du cas français. Non, merci, Kané. Mais moi, je l'ai envoyé sur le cas ivoirien. Un Ivoirien à part entière. On va aller d'abord sur ce volet-là et un Ivoirien entièrement à part. Moi, je veux qu'on commence d'abord sur l'Ivoirien à part entière. C'est très intéressant. Tapoter, s'il vous plaît. Moi, j'aime trop ces débats-là. Ah, ouais. J'aime apprendre parce que il faut réveiller son cerveau. Voilà, moi, j'aime ça.
Parce que quand on commence à avancer, on perd certaines notions. Donc, j'aime bien ces débats-là qui ouvrent l'esprit aussi de beaucoup de choses, de gens, tout ça. Donc, tapoter, Canignon, il y a Docteur B aussi qui est là. Hein. Ah, mon cher, c'est le panel des docteurs. Nous, là, on va poser que des questions pour que les docteurs, là, puissent parler. Donc, Canignon, l'Ivoirien à part entière, c'est quoi, en fait? C'est qui, plutôt? Pape, c'est quoi, mais c'est qui, l'Ivoirien à part entière? Bon, moi, je n'ai pas encore vu l'Ivoirien à part entière même parce que ce que je dénonce là, je le dis en connaissance de cause par rapport à la France où je réside. Parce que généralement, quand on parle de la nationalité ivoirienne, des militants du RDR nous rétorquent que non, les gens ont la nationalité, tout le monde peut être français, tout le monde peut être ivoirien. Je leur dis non, la nationalité c'est un lien juridique. Mais le traitement que tu subis dans ces pays dont vous faites cas, pour prendre des exemples là, tout le monde n'est pas au même pied d'égalité là-bas. En France ici, les enfants d'immigrés ont leur place. On ne leur dit pas, mais ils connaissent les places. Est-ce qu'il y a une élection présidentielle, tu as déjà vu un enfant d'immigré? Il y a des gens qui sont nés ici, qui ont plus de 60 ans en France ici. Tu l'as jamais une fois vu pour dire, bon, je vais être candidat. Ah non, ça ne les passe même pas dans la tête. Même dans le traitement au niveau des institutions, on te montre ta place. On te dit pas ça ouvertement. Mais de façon implicite, on te répète que tu n'es pas chez toi. Et c'est ce cas-là qui manque en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand tu as entendu, tout le monde est ivoirien. Oui, tu as la nationalité, on peut te donner. Mais tu peux pas être plus roi que le roi. Ah non, 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 non. Et c'est ça, c'est cette limite-là qu'on n'a pas donnée à certains. C'est pourquoi ils peuvent se permettre de dire tout. Mais eux-mêmes, dans leur propre pays d'origine, on ne fait pas ça là-bas. Devant vous, tout récemment, IB a dit, on ne vend pas de terre au Burkina aux étrangers. Est-ce que ça a créé, comment on appelle ça même, des problèmes? Mais imagine un homme politique ivoirien va dire, on ne vend plus de terre aux étrangers en Côte d'Ivoire. Mais tu vas voir que ça va, tout le monde va tomber en syncope. Oui, ils sont xénophobes. Oui, mais on dirait que la Côte d'Ivoire, là, ça appartient à tout le monde. C'est pas, on leur a fait, c'est-à-dire, on leur a donné des places même qu'ils ne devaient pas mériter. C'est pourquoi aujourd'hui, je permets de dire, oui, la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Sinon, un pays n'appartient jamais à tout le monde. Il y a toujours des autochtones. Il y a toujours des nationaux. C'est-à-dire ceux à qui appartient le pays. Donc, c'est ce parallèle-là que je voulais faire. Sinon, en Côte d'Ivoire, il y a Ivoirien à part entière. C'est pas, il n'y a pas d'Ivoirien à part entière que n'importe qui se lève pour dire ce qu'il a envie de dire. Voilà, tu vois aujourd'hui, lui là, tu le vois venir de son pays natal, avec un âge avancé. Mais demain, il te dira qu'il est Ivoirien et qu'il va soutenir ça. C'est ton frère Ivoirien qui soutient ça. On ne voit pas un peu le danger auquel on est exposé. Ça, il faut se poser des questions d'ordre global pour comprendre réellement ce à quoi on est confronté. Aujourd'hui, on prend 15 000 Syriens en Côte d'Ivoire. Les Libanais sont là. Qui vous a dit que dans le monde où on est actuellement, là, il y a affaire de frères? Non, hein? Non, hein? Il faut déterminer les enjeux. Il faut déterminer les enjeux. Le taux de Libanais en Côte d'Ivoire, c'est le même taux de Libanais que tu as trouvé au Burkina, au Mali, ou bien eux aussi, là, ils ne sont pas des humains. Donc, c'est de ça que je veux parler. Sur en Côte d'Ivoire, là, il y a une question de nationalité. Non, ça, c'est du fourre-tout. C'est du fourre-tout. On n'est pas victime, avant que Dr B soit disponible, est-ce qu'on n'est pas victime de notre hospitalité? Non, c'est pas une question d'hospitalité. Moi, souvent, quand j'entends les Ivoiriens, on est gentil. Il a dit le mot gentil, là, ça appartient aux incultes. C'est des cancres. Est-ce que vous pensez que tous les hommes, là, ils n'ont pas cette envie-là de dire on est gentil? On n'a pas pensé ça. Et il faut faire des erreurs aussi. Et nos parents, sociologiquement parlant, ont fait beaucoup d'erreurs aussi. Parce qu'un peuple, là, aujourd'hui, tu vis. Nous sommes en 2025. Il faut quand même faire des projections dans 10 ans. C'est aussi ça un homme. Et surtout un État. Et surtout un État. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'impérialisme, on pointe du doigt les Français, les Occidentaux. Mais d'abord, même en notre sein, là, il y a des gens qui veulent même exterminer même les Ivoiriens pour prendre les terres. On l'a vu lors de la crise post-électorale en 2010. On dit non, ces ont été, comment on appelle ça, manipulés. Il dit, quelqu'un qui est arrivé dans un village BT, je prends un exemple, qui avait peut-être 20 ans, 25 ans, et c'est là qu'il a réalisé toute sa vie. Et ce dernier-là cautionne à ce que ses enfants aillent attaquer ses tuteurs. Et puis on dit il est manipulé. Il n'est pas manipulé. Pour lui, il a déjà pris goût, donc il faut exterminer les autres pour prendre la place. C'est ce qui s'est passé avec les conquistadors aux États-Unis. Vous pensez que l'Amérique, là, c'était les Occidentaux qui étaient là? Non. Donc, il faut savoir déterminer tout ça. C'est ça, on dit un État aussi. Mais on a des gens politiques qui ont peur. Et quand tu évoques ça dans ta famille, on te dit, non, c'est là, si tu dis là. Il dit, il préfère qu'on me dise ici xénophobe en défendant les intérêts de mon peuple que de faire semblant. Parce qu'on n'avance pas. L'Ivoirien, même en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux sur sa propre terre. C'est quoi tu peux faire?
Le secteur du bois, ils ont pris ça, c'est verrouillé. Tu rentres même dans le secteur de la casse, c'est somptueux, c'est verrouillé. Donc, l'Ivoirien lui-même, il fait quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Et quand on parle, non, la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde, mais chez eux, il faut regarder le traitement qu'on subit là-bas. Tu peux avoir un problème avec un Ghanéen, et puis tu vas avoir raison au Ghana, même au Bénin, même au Togo. Attention, sérieux. Soyez sérieux, ouvrez les yeux. C'est pas une question d'hospitalité. Il y a la mauvaise foi même parmi nous. Certains d'entre nous ont cette mauvaise foi-là qu'on ne veut pas comprendre. Aujourd'hui, qui a fait rentrer Ouattara en Côte d'Ivoire? Modikus. C'est nos frères nordistes, y compris les Soro-Guillaume. Aujourd'hui, il n'est pas conscient de ce qu'il a fait. Hein? Un peuple doit avoir toujours une limite. On n'a pas dit que quand on dit on est ivoirien, il fallait demander de l'argent chez autrui. Ça, je parle comme au quartier, hein, pour dire oui, donne-moi à manger. Donc, comme tu me donnes pas, tu es mon ennemi. Il y a des questions qui sont centrales, c'est-à-dire globales, ça là. Quoi qu'il en soit, qu'on soit du nord, du sud, on doit préserver ce qu'on a de plus cher. Vous pensez qu'on dit la France, c'est pas tous les Français, chaque matin ils s'appellent, ils se font des bijoux quand on dit la France. Mais quand l'intérêt français est menacé, tout le monde se met en branle. Mais en Afrique, précisément chez nous en Côte d'Ivoire, on n'a pas ce souci. Regarde les Camerounais, ils ont l'air différents, mais c'est entre eux au Cameroun. C'est entre eux au Cameroun. Tu as une fois vu que non, on dit bien, elle vient du Gabon, mais elle vient du Tchad. Non, c'est entre eux. On préfère ce problème-là. Parce que quand les apartheid prennent le pouvoir, ils s'en foutent. Ça, on ne voit pas aujourd'hui dans le cas Ouattara. Dans le cas Ouattara, on ne le voit pas. Et quand on parle d'hospitalité, c'est vous seuls qui avez des pays frontaliers qui avaient accueilli des gens. C'est la négligence, et puis je ne sais même pas quel mot utiliser. Hein? Quand on parlait, non, on est gentil. Vous êtes gentil, ça vous a apporté quoi? Qu'est-ce que ça apporte? On est en géopolitique, hein? C'est les intérêts en politique. Il faut défendre d'abord les intérêts de ton peuple avant de servir pour les autres. Mais la Côte d'Ivoire, où on est né là, ça nous dessert. Ça nous dessert, et puis on ne sait même pas qu'est-ce qu'on va dire. Et quand on parle, on est gentil. Gentillesse, c'est une qualité. C'est une insulte à la limite. Vous êtes gentil en faisant quoi? Notre hospitalité. Donc vous êtes hospitalier, mais vous préférez dénigrer votre frère. Un peu les manques de logique et de cohérence. Hein? Ça, c'est quelque chose qu'on doit enseigner à nos enfants dans la famille. Pour leur dire, voilà. Que vous avez dit, l'égalité, là, ça existe dans ce monde. Ou même le panafricanisme, c'est un foutu. Voilà, IB qui est en train de défendre ses intérêts. Le Mali défend ses intérêts. Le Niger défend ses intérêts. C'est pas une question de, ils sont venus pour dire toute l'Afrique, pour dire non. Chacun défend d'abord sa posture. Donc, voilà, moi, ce que je peux dire. Les Ivoiriens, là, nos parents, aujourd'hui, et aujourd'hui même, ça continue. On est prêt à lyncher notre propre frère pour faire la place aux autres. Zasso, là, ce qu'il vit là, il n'a pas cautionné hier aussi. C'est quand ça chope sur eux, maintenant, ils sont dans le repli identitaire. Non, vous savez. Mais il sait, lui et Johnny, là, ils savent. Il a dit, le RHDP, là, même s'il n'y a plus de parti ou militaire, là, faut laisser ça comme ça. Ouattara n'a rien à perdre. Un peuple qui ne veut pas comprendre. Et quand on parle en hospitalier, la Guinée même, qui est, où c'est qu'on tout faire aujourd'hui, là, tu peux pas aller en Guinée, puis tu dis non, tu es candidat. Ils vont pas te donner cette place-là. Cette place-là, tu ne l'as pas. Ouais, c'est quand tu arrives chez quelqu'un qui te donne une place de choix, que tu peux dire oui, il va me coucher dans le canapé, il va faire ce que je veux. Mais dès que tu arrives, on te donne une posture dans laquelle tu dois être. Est-ce qu'il parle là, en France ici, là, tu as la nationalité, là, tu fais la même chose que les Français font. Institutionnellement, mais tu as le même traitement. Arrêtez de nous distraire, là. Et aucun homme politique sérieux ne peut poser ce débat. Non, quand tu parles, ils vont dire non, mais il dit, on a, la politique qui vient, les radicaux, les enfants qui parlent. C'est la réalité de demain qu'ils sont en train de vous annoncer, hein. Ah oui. C'est la réalité de pas dans mon propre pays, je ne peux pas vivre comme un étranger. Ceux-là, ils sont comme des hippopotames. Si ça brûle toujours, ils rentrent chez eux. Il y a quoi? Je ne suis pas là. Merci. Donc, pour dire à nos frères, ils sont, bon, ils ne savent pas si c'est des frères. Parce que souvent, c'est les nordistes qui se rendent complices. Oui, ensuite, il dit, mais vous-même, vous êtes plus en danger que les sudistes. Parce que sous vos yeux, les gens sont en train de vous prendre vos villages. Et oui, mais vous n'avez pas encore compris. Au moment que vous allez comprendre, il serait trop tard. Et vous êtes mis à dos les autres peuples aussi. Ah oui, c'est ça qui est la réalité. Voilà un peu, comme je voulais dire, pour descendre. Pour chuter ou pour descendre? Non, pour chuter autant pour moi, parce que vraiment, je suis dépassé. Marie-Jeanne, excuse-moi. Oui. Non, je vais vous donner la parole au fur et à mesure, parce que c'est un sujet que j'ai ouvert. Il est très intéressant. Tapoter, partager. Moi, je suis allé, je sais pas si les gens, quand ils voyagent pas, ils savent pas. En même temps qu'ils ils lisent pas, ils voyagent pas. Moi, je suis allé au Canada et j'étais allé dans la ville là, comment on appelle ça même? Bon, je suis allé au Canada. Et puis, la capitale en fait du Canada, par Toronto, bon, j'ai oublié. Je me rappelle plus là, vous voyez. Et ce que j'ai remarqué, j'ai demandé à ma copine chez laquelle je suis partie. En fait, aux abords des centres, à Ottawa, voilà, j'étais allée à Ottawa.
et on est allé au centre commercial pour aller faire des courses. Et ce que j'avais remarqué, c'est que les Indiens, merci Lovely, Lovely même lui-même, il a accroché à moi comme ça. Lui-même, il sait que j'étais à Ottawa. Ouais, on peut faire ça. Donc, ce que j'avais remarqué, c'est que les Indiens, c'était les clochards de là-bas, en fait. De la manière on voit en France, des gens sont dans la rue, et puis il faisait froid, et ils dorment dans la rue, ils sont là, ils se piquent, en fait c'est là-bas quoi. Et je demandais à ma copine, mais pourquoi c'est eux là? Elle dit, mais parce que au Canada ici c'était leur terre. Voilà, donc les gens sont venus, ils les ont repoussés. Donc on leur donne tout, ils sont logés, tout ça, mais c'est pas leur monde en fait. Et puis c'est eux qui viennent là aux abords des supermarchés. Et le jour là, je vous jure que il y a un qui était en détresse respiratoire et les pompiers sont venus, ils étaient en train de lui faire un massage cardiaque devant moi. Un massage cardiaque devant moi. Mais quand on parle aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, et des années après, peut-être dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais c'est ce qui va se passer. Moi, j'ai vu ça au Canada en fait. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que si vous avez voyagé un jour, que vous êtes allé au Canada, ou bien ce phénomène-là, Canignon, tu dois savoir, B Côte d'Ivoire, j'ai dit B Côte d'Ivoire, Docteur B, Guillaume, vous êtes sur le panel réaliste. Parlons-en, en fait. Moi, j'ai vu le cas du Canada. Donc, Guillaume, tu peux ouvrir ton micro après Docteur B. Je salue le frère Canignon. Ah, ok, c'est John. Camarade, Okay, docteur. Voilà. Je le salue et franchement, j'ai été ému par sa réflexion. Mais le problème, d'abord, je voudrais lui poser une question. Est-ce que, bon, je ne sais pas si je peux parler de politique, mais est-ce que les lois que nous mettons, les lois que nous nous donnons, est-ce que ces lois-là reflètent effectivement la réalité de notre société? Ça, c'est d'abord ma première préoccupation. Deuxièmement, comme il a dit effectivement, nous avons remarqué que dans nos villages, surtout nous qui sommes de l'Ouest, parce que tellement que nous avons reçu des étrangers, de nos jours aujourd'hui, il ne passe même pas une semaine sans qu'on ne crie mort. Pourtant, avant, autrefois, lorsqu'on était entre nous, pour avoir même un mort, il faut vraiment des années. Mais aujourd'hui où je vous parle, au moins par semaine, il y a des morts, il y a des morts. Donc, est-ce que ce n'est pas effectivement, comme il a dit là, l'expropriation, c'est-à-dire anéantir les autochtones qui sont dans le village, et puis eux qui viennent d'arriver, qui ont nos plantations, qui ont nos champs, qui ont nos terres, bon, mais voilà, et ils vont maintenant se réclamer propriétaires. Voilà, ça c'est un peu ma préoccupation. Merci. Mais Canéon, si tu permets, je pense que je peux prendre ça. Oui, allez-y. Voilà, je peux prendre ça parce que je pense que mon intervention allait même dans ce sens-là. Voilà. Maintenant, au cas, tu peux bien ajouter des adjectifs aussi également. Voilà. Moi, pour répondre à la question, mais en même temps, dans mon argumentaire, je veux dire que vous imaginez un peuple, la Côte d'Ivoire, où ce sont les apatrides qui opèrent un repli identitaire. Je ne sais pas si les gens voient la chose, la gravité de la situation. Vous savez, de façon commune, ce qui se passe dans un État, dans une nation, dans un peuple, dans l'histoire d'un peuple, de façon sociologique, c'est le peuple autochtone qui opère un repli identitaire. Pourquoi? Pour préserver son identité. En Côte d'Ivoire, la chose est tellement grave, tellement grave. Excusez-moi. Maman Marie-Jeanne, ton micro est ouvert. Hein. Donc, quand c'est comme ça, quand le docteur parle, ça crée un écho. Pardonnez, je suis en train de faire mon yaman couillis. Pas bien grave. Donc, imaginez-vous, dans l'histoire et dans le processus d'évolution d'un peuple, le repli identitaire opéré par le peuple autochtone. Mais en Côte d'Ivoire, nous assistons au contraire. C'est-à-dire, c'est l'étranger, ce sont les apatrides, c'est eux qui opèrent un repli identitaire au détriment du peuple autochtone. La situation, elle est grave. C'est vrai, on en parle, on rigole, mais la situation, elle est grave. Monsieur Guillaume qui posait la question tout à l'heure, effectivement,
C'est cela. Tous ces mots qui frappent aujourd'hui la société ivoirienne. Mais c'est parce qu'effectivement, il y a le projet du grand remplacement qui est déjà mis en marche et qui bat son plein. Et il est temps que nous prenions conscience. Vous pourriez voir, par exemple, des gens sur nos marchés pour faire la simple nourriture, la pâte d'arachide. J'ai regardé un documentaire qui m'a choqué. Vraiment, alors que nous sommes dans un état où il y a le ministère de la Santé publique, les gens prennent le carton pour mélanger, pour faire la pâte d'arachide. Mais pourquoi quelqu'un peut avoir cette pensée? Effectivement, c'est parce que les personnes auxquelles la vente va se faire, ces personnes-là, l'individu qui pose cette action n'a aucune considération, aucun égard pour ces personnes-là. Il y a une dame qui parlait de ce qui se passait sur les marchés. Comment les marchés sont fermés aux autochtones. Comment certains secteurs d'activité sont fermés. Vous imaginez, j'en perds mon latin. Vous imaginez, sur la terre ivoire, des étrangers décident de mettre au restreint des autochtones, leur priver du droit des essais. Pour reprendre la métaphore de mon frère, effectivement, il n'y a pas en Côte d'Ivoire d'Ivoiriens. Les Ivoiriens à part entière ont été mis à part. C'est cela la réalité. Les Ivoiriens à part entière sont en train d'être mis à part. Et ça, il faut que nous quittons dans les considérations politiques, ethniques, régionalistes, religieuses et tout. Parce que l'attaque a été faite sur tous les fronts. Nos frères du côté septentrional de la Côte d'Ivoire ont été emballés par la religion. Eux, on leur a proposé la préférence dans la religion, qui fait qu'ils se sont associés à des personnes qu'ils ne connaissent pas. Vous voyez? Et quand on nous dit que non, l'Ivoirien a été gentil, non. C'est galvaudé, ce thème-là. L'Ivoirien a été naïf. On a été maintenu dans une naïveté qui a fait que nos parents ont vendu les terres à des personnes à qui on ne devrait pas vendre. Le drame du Grand Ouest nous rappelle, nous tous, et encore crie dans nos cœurs. C'est des situations, mais qui sont graves. Il faut que nous prenions conscience. Quand on parle du cas Zasso, par exemple, j'ai entendu certaines personnes faire un peu la comparaison avec Johnny. C'est pas pareil. Je dis, je répète, Zasso, c'est un sachant. Quand Zasso dit un certain nombre de choses, c'est des choses qu'il a pratiquées, qu'il a vécues. Que nous n'aimons pas sa démarche, vous savez, pour faire un vaccin, pour faire un antivirus, même pour un ordinateur ou dans le domaine IT, on va toujours se servir d'un certain nombre de capacités, de composantes de la cellule souche, du virus lui-même. Donc, quand Zasso vient avec un certain nombre de faits, même si nous n'aimons pas sa démarche, nous pouvons en tirer un certain nombre de choses pour mener le combat qui est le bon, qui est le juste et qui est valable pour nous, pour l'instant, pour le moment. Maintenant, certaines situations doivent aussi attirer l'attention de ceux qui nous, aujourd'hui, essaient de nous éradiquer. Il faut pouvoir montrer qu'il y a un réveil. Et ce réveil-là va partir de la considération que nous allons apporter à qui que ce soit, qu'il soit ivoirien. C'est cela. Vous verrez que dans les nations évoluées, même le SDF qui est là, qui ne contribue à rien, qui ne paye pas d'impôts et tout, tu t'en prends à lui en tant qu'immigré ou en tant que de quelque nationalité que tu sois, tu auras des sérieux soucis. Alors que son attitude dans la société, dans son pays, n'est pas dans l'intérêt de l'évolution de sa société ou de sa communauté ou de son pays. Je ne suis pas en train d'excuser les quelques brebis galeuses qui souvent, comme dans une famille, peuvent se retrouver à poser des actions qui ne font pas l'honneur de la famille. Mais nous n'allons pas jeter notre frère ou laisser notre frère en pâture à une meute
de personnes dans un état second, juste parce que ce frère-là aurait fait un certain nombre de choses dont nous ne sommes pas contents. Ne perdons pas de vue l'objectif. L'objectif, c'est de rétablir le peuple ivoire. Et cet objectif-là est très important. Je vous dis, la lutte, elle est sociétale, elle est religieuse et elle est philosophique parce que notre perception des choses, c'est cela qui ferait la différence. Et vous savez, tout peuple tire sa force dans sa perception philosophique des choses, dans son essence sociologique des choses. Vous savez, nos cultures nous ont toujours appris que ton frère vaut toujours mieux que l'étranger. Voilà. Les gens essaient aujourd'hui, comment dans une nation, on peut faire un rattrapage ethnique au détriment du peuple autochtone. Et nous sommes là, nous assistons. La partie n'est pas facile pour nos hommes politiques. Moi, je suis peut-être l'une des rares personnes qui comprend les hommes politiques et accepte leur attitude. Parce que, je dis, quand la conscience collective, le peuple autochtone n'a pas encore perçu le message, l'homme politique éclairé, quand il agit trop tôt, il devient victime de sa politique. Vous allez voir tous les premiers panafricains, c'est ce qui les a emportés. Aujourd'hui, certains parlent du président burkinabé, mais c'est parce qu'il y a eu une certaine prise de conscience d'une certaine partie de sa population qui, contre vents et marées, est prêt pour lui. C'est en cela, il faut que nous comprenions notre chose. Notre problème aujourd'hui, c'est de nous réapproprier notre identité, de nous réapproprier nos valeurs, de nous réapproprier nos valeurs en valorisant chaque Ivoirien autant qu'ils sont, chaque Ivoirien autant qu'il est. Peu importe son niveau social, intellectuel et tout ce que vous pouvez vous imaginer. Parce que c'est quand il y aura cette préférence-là, dans nos actions, dans nos choix, dans nos façons d'agir, que nous allons nous réapproprier le plus important, qui est la terre d'ébène. Vous constatez que quand on va, même sous nos marchés, pour faire des achats, si cette conscience-là est acquise, nos mamans qui sont enfermées dans les fonds des marchés, les Ivoiriens iront, traverseront le marché, iront les chercher, faire des achats avec ces dames-là. Ça financera la situation sociale des familles. Je vous dis que les gens sont en train de nous asphyxier. Je ne suis pas alarmiste, mais vous savez, à un certain moment, quand on s'assoit et que nous faisons un certain nombre d'analyses, nous avons froid dans le dos. Nous avons froid dans le dos. Les statistiques le démontrent que le remplacement est en marche. On ne peut pas avoir un taux d'immigrés plus élevé que la moyenne. La survie, dans ce cas-là, se fait dans le choix et la préférence nationale. Contre vents et marées, je précise. Parce que si nous avons une préférence nationale sélective pour dire que celui-là, on est prêt à aller au charbon pour lui parce que nous partageons la même religion, nous partageons les mêmes points de vue politiques,